Ok, alors il est 11 heures, je vais pouvoir démarrer. Alors bienvenue à toutes et à tous dans cette petite conférence qui s'intitule, comme vous pouvez le voir, Histoire et retour d'expérience d'un studio monté en sortie d'études. Alors je vais me présenter très vite fait. Je m'appelle Mathéo Sarrazin, donc j'ai 27 ans. Je suis actuellement donc étudiant à l'IIM depuis la rentrée 2025. Mais avant d'être étudiant à l'IM, j'avais monté une boîte, un studio de jeux vidéo qui s'appelait 11 degrés, dans lequel j'étais donc CEO, Head of Production et Business Developer. Euh, on a fait 4 jeux, on en a sorti deux. Ce sont des jeux d'horreur. Donc le premier, King of Silence, un jeu d'horreur en solo, et l'autre, Welcome to the Town, un jeu d'horreur qui est jouable en solo, mais qui est aussi jouable en coop jusqu'à 4 personnes. Alors, c'est quoi le contexte dans lequel on a créé la boîte? Et donc, nous, on était plusieurs amis à l'époque, en fin de licence, donc à ce moment-là, on est en janvier 2022. Pour valider notre diplôme, il nous fallait faire un stage de 3 mois, donc obligatoire. Sauf qu'à cette époque-là, c'était la sortie du Covid. Il y avait plus vraiment d'offres sur la FJV ou même sur LinkedIn. Dans notre promo, devait y avoir entre 3, 4, 5 personnes grand max qui avaient trouvé un stage. Nous, on avait déjà discuté en parallèle, un peu avant ça, quand on avait commencé notre projet de fin d'études. Mais du coup, on s'était dit, pourquoi pas faire de notre projet de fin d'études un projet professionnel. Et donc, on s'est dit, venez, on monte notre studio, on se prend en stage nous-mêmes, on fait passer ça pour des stages. Ce scénario-là, pardon, l'école, elle l'a accepté assez rapidement. Euh, et donc, du coup, c'est ainsi que donc, plusieurs amis, sans aucune expérience professionnelle dans le jeu vidéo, ont décidé de créer un studio. Donc c'est qui les personnes au départ du projet? Donc on va retrouver Caroline Kefurus et Marceau Blaschkevic qui s'occupaient de la direction créative. On a Matteo Tolmer Bologna qui s'occupait de la partie GD Prog, donc qui était Tech Game Designer. On a eu Elsa Dupart qui s'occupait de la partie 3D et un peu plus tard de la partie producing. Marceau Riet qui était là pendant les 3 premiers mois de stage, qui était notre tout premier programmeur. Sacha Cardier, qui nous a rejoint mi-août 2022, parce que lui faisait partie des gens qui avaient réussi à trouver un stage de 3 mois. Mais il était déjà présent sur le PFE, donc il était avec nous par le cœur et l'esprit pendant ces 3 premiers mois. Et Denis Sarrazin, donc notre investisseur de départ, qui est aussi mon père, et qui a permis donc au studio d'exister financièrement. Ça a notamment permis à tout le monde d'avoir une rémunération durant le stage, pour ceux qui étaient en freelance aussi, et de partir en salon, etc. Donc le studio, comme je l'ai dit, il voit le jour en 2020, tout début de la crise, donc une crise créée pendant le Covid, enfin à la sortie du Covid. On le voit sur le petit graphique à droite. On a des investissements qui sont envolés en début 2022 parce que les gens jouaient énormément pendant le Covid. Ils se sont écroulés par la suite, en fait, puisque à la sortie Covid, les gens ont consommé moins et joué moins aux jeux vidéo, ce qui est logique. Et donc, on peut le voir, début 2023, les investissements dans le jeu vidéo sont largement moindres que 2022. Et donc, c'est ça qui a créé toute cette vague de licenciements début 2023, ces fermetures de studios, etc. Donc, nous, on se crée plus dans ce contexte-là. Donc, c'est vraiment le pire moment pour des gens pour créer un studio de jeux vidéo. Mais nous, on savait pas que ça allait arriver. Et très peu de gens aussi savaient que ça allait arriver lors des événements qu'on a fait autour du jeu vidéo. Les gens avec qui on avait des discussions, du coup, parlaient beaucoup de l'argent et des investissements qui étaient vraiment encore présents. À part des experts, des économistes qui étaient capables de prévoir tout ça, ces gens-là avec qui on avait bien entendu aucun contact, personne n'était vraiment en mesure de pouvoir prévoir ce qui allait arriver. On crée le studio avec comme idée, donc comme je l'ai dit, de reprendre notre projet de fin d'études, de faire un espèce de remake et d'en faire un projet pro. Donc ce projet de fin d'études, c'était Diadel. Donc ça, c'est quelques images de à quoi ça ressemblait à l'époque. Je reviendrai après dessus pour vous montrer un peu l'évolution qu'il y a eu après. Mais alors, est-ce que c'est simple de créer un studio de jeux vidéo? Alors, en soi, oui. C'est pas très compliqué. Tout ce qu'il faut, c'est avoir un nom. Donc, trouver un nom pour votre société. Il faut créer les statuts. Pour ça, c'est mieux de contacter un cabinet d'audit. Ce cabinet d'audit-là va s'occuper de faire la déclaration obligatoire auprès d'un journal d'annonce légale. Ensuite, il faut faire un dépôt de capital auprès de votre banque. Et félicitations, votre entreprise est créée.
Et quotidiennement, à quoi ça ressemble? Alors, il faut pouvoir penser à la compta absolument tout le temps. Chaque situation professionnelle dans laquelle vous êtes, et dans laquelle vous êtes amené à effectuer des dépenses, il faut pouvoir garder la facture, la preuve d'achat, le ticket de caisse. Il faut pouvoir le prendre en photo, si c'est toujours en papier, l'envoyer à votre service de comptabilité. Euh, donc, en fait, il faut vraiment y penser tout le temps. Il faut pas lésiner sur ces petits détails-là. Ça peut paraître logique peut-être pour vous, nous à l'époque sans aucune expérience ça ne l'était pas. C'est vraiment un réflexe qu'on n'avait pas eu. Derrière, moi je me suis fait bien taper sur les doigts par justement par le service de comptabilité, sur tous ces petits manques que j'avais eus. Voilà. Donc, en parlant de comptabilité, donc c'est mieux de trouver, d'avoir un partenaire externe, donc un cabinet d'audit qui s'occupera donc de faire la comptabilité, mais aussi la partie sociale et aussi la partie juridique. La partie juridique, c'était celle que j'ai parlé juste avant, donc créer les statuts, etc. La partie sociale, qu'est-ce que c'est trouver une bonne mutuelle, enfin trouver une mutuelle, c'est mieux qu'elle soit bonne, déjà parce que c'est obligatoire et en plus de ça, si vous voulez attirer des gens dans votre société, c'est bien d'avoir une bonne mutuelle. Il faut aussi trouver une prévoyance santé parce que c'est obligatoire également. Tout ça, il faut l'avoir en tête bien avant de créer sa société parce que c'est des coûts auxquels vous pouvez pas ne pas y penser parce que c'est des coûts qui vont coûter cher quoi. Les autres choses qui sont très importantes auxquelles j'aimerais appuyer, c'est de bien discuter avec vos proches, parce que si c'est avec des proches que vous créez une société, pardon, c'est bien de parler et de vous mettre d'accord sur la façon dont vous allez vous associer. La répartition du capital, donc des actions et c'est quoi la signification d'en procéder. Ici, on part du principe que vous créez donc une société anonyme, pas une SCOP. Je vous laisserai aller regarder ce que c'est une SCOP, mais donc du coup, c'est différent d'une société anonyme. Donc rentrer au capital d'une société, donc avoir des actions et être actionnaire. Donc c'est prendre part aux décisions qu'implique la société, pas forcément les projets, mais le studio en lui-même, ses objectifs, la vision pour le futur, l'image que va avoir votre entreprise, votre studio sur le marché. Ensuite, donc renoncer au capital, c'est renoncer à un potentiel gain financier plus ou moins important. En revanche, il faut surtout pas vouloir rentrer donc au capital, être actionnaire, si c'est uniquement pour des raisons financières, hein. Au départ, faire de l'argent, ça va, enfin, il y a très peu de chances que ça arrive, en tout cas pas au début. Voilà. Renoncer également au capital, c'est renoncer à des risques, celui par exemple de devoir supporter financièrement la société. Parce que si celle-ci elle est en difficulté, c'est la responsabilité des associés et ou des actionnaires en fait de réinjecter dans le studio afin que celui se porte mieux. Euh, voilà, il y a beaucoup de paramètres qu'il est très important d'avoir dès le départ. Euh, un petit dernier point au niveau du chômage, si vous n'êtes pas au capital, donc vous n'êtes pas actionnaire, du coup ça veut dire que vous êtes potentiellement salarié, et salarié ça signifie cotiser au chômage. Là où quand vous êtes associé, vous pouvez pas cotiser au chômage. Donc ça c'est aussi une grosse question à se poser, parce que si comme nous la société vient à fermer, il faut pouvoir se demander en fait quels vont être nos revenus financiers ou nos économies par la suite. Nous, malheureusement, on n'avait pas pensé à tout ça. On a eu derrière des grosses discussions, à savoir que euh, c'est possible de rentrer en cours de route dans le capital de la société. En revanche, c'est pas gratuit. Ça coûte pas mal d'argent. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Il faut comprendre aussi ce que ça signifie d'être un studio indé qui a pas beaucoup d'argent. Nous, faut savoir qu'on faisait partie des chanceux notamment parce que moi j'avais des parents qui nous ont beaucoup aidés financièrement. Donc comme je l'ai dit, on a pu partir en salon, rencontrer pas mal de gens. Ça, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le faire. Euh, mais c'est aussi la réalité de potentiellement avoir un second travail sur le côté. Nous, on en avait, enfin nous certains et certaines en avaient. Euh, c'est un choix qu'on a décidé de faire. Par exemple, moi personnellement, pendant les 2 ans et demi, j'ai eu plusieurs tâches sur le côté. J'ai fait vendeur de sandwich, j'ai fait préparateur de commandes, j'ai fait facteur. Voilà. Avec le manque d'argent, il y a aussi d'autres problèmes qui vont arriver. Celui du manque de temps pour faire une démo ou une vertical slice, parce que quand je dis manque de temps, je dis en fait il y a certaines personnes qui vont pas accepter, et c'est tout à fait normal, de travailler éternellement gratuitement, euh, parce que c'est pas normal en fait de travailler gratuitement. Donc voilà, il y a aussi ne pas avoir de locaux.
Donc organiser une équipe en full distanciel, c'est assez compliqué. Faire un suivi de tâches au quotidien également, garder la motivation aussi, parce que si quelqu'un n'a pas envie de venir en vocal, il viendra pas en vocal et voilà. Euh, Sachant que nous, sur notre projet de fin d'études, comme on était tous étudiants, on travaille tout le temps dans la même salle en fait, donc on était tout le temps ensemble. Du coup, il y a eu une grosse adaptation à avoir dès le début de comment est-ce qu'on travaille dans le distanciel, comment on fait au niveau de la communication. Et bah du coup, il y a eu des gros problèmes de communication dès le départ. Et il a fallu après donc, comme je l'ai dit, s'adapter. Donc il y a le manque d'argent. Donc le manque d'argent, pardon, signifie aussi devoir faire des choix compliqués. Nous, après la période de stage, donc après les 3 premiers mois, on n'était plus payé par l'entreprise parce qu'on n'avait plus les ressources financières pour le faire. Mais tout le monde a choisi quand même de rester. Donc ça, c'est le choix difficile qu'on a choisi de faire, c'est de rester sans être payé. Et pour vous donner une ordre d'idée, on est resté de septembre 2022 à février 2024 sans aucune paye venant du studio. D'où, comme je le disais, parfois la nécessité de faire le choix de prendre un second taf. Un acteur que j'ai pas encore mentionné, mais qui nous a grandement aidé dès le départ, c'est Atlan Games. C'est une association régionale de jeux vidéo. Il y en a partout en France. Eux, ils étaient là dès le début, au niveau de enfin dès le début, même avant la création, parce qu'ils nous ont guidés justement sur les démarches administratives. Ils nous ont aidés à scoper le projet, à aborder des éditeurs. Ils nous ont permis également de participer à des salons, à des gros événements aussi. Je pense à la GDC, la Gamescom, etc. À moindre coût, puisqu'ils prennent en charge une partie des dépenses. Donc ça, c'est hyper cool. Aussi, c'est très important de connaître l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc faire partie pardon, d'une organisation régionale, c'est quasiment indispensable. Vous allez pouvoir rencontrer, partager, surtout grandir avec des gens autour de vous. Nous, on a rencontré beaucoup d'éditeurs grâce au salon sur lequel on a pu partir. Et on a rencontré aussi surtout beaucoup de devs avec lesquels on a pu discuter des problématiques qu'on avait, que eux ont pu discuter des problématiques qu'ils avaient. Et en fait, c'est hyper important de pouvoir partager en fait des difficultés que certains vont pouvoir comprendre, certains vont partager également. Et donc Diadel. Donc ça, c'est Diadel, c'était donc un jeu d'infiltration dans un univers médiéval fantasy. C'est notre plus gros taf, puisque c'est plus d'un an de travail à 5 ou 6 personnes dessus. C'était donc notre pitch, c'était Splinter Cell dans Dark Souls. Ça a intrigué quand même pas mal les gens. Là-dessus, on a été bon. Donc nous au départ, on avait scopé le projet autour d'un an de production, 500 000 euros de budget, donc de production. Hein. Je comprends pas le marketing ni la communication, ce qui est déjà énorme. En tout cas pour nous à l'époque, ça nous paraissait déjà beaucoup trop. Mais en tout cas, on voyait pas comment faire avec l'ambition qu'on avait sur le projet. On avait une durée de vie qui se situait autour de 3 à 4 heures de jeu. Et en octobre 2022, on est parti au Canada pour participer au Megamix. Donc c'est un espèce de game camp, mais à Montréal. Il y a plein de confs pro, mais il y a aussi surtout des rendez-vous possibles avec des éditeurs. Et là, on parle de très gros éditeurs. Sur place, il y avait Devolver, Team 17, Raw Fury, Annapurna. Il y en avait aussi des plus petits. Hein. On parle d'une vingtaine de publishers facilement. Donc en fait, c'était une occasion qu'on pouvait pas rater. Donc on y va, on se déplace, on présente le pitch et le jeu plaît, mais pas plus que ça. C'est comme s'il manquait un petit quelque chose, mais les gens soit n'osaient pas nous le dire, soit n'arrivaient pas à mettre des mots dessus. Et donc je me souviens, c'était un mercredi soir. Donc c'était en plein milieu de la semaine, c'était du lundi au samedi, je crois. Et en gros, donc le mercredi soir, on était invité à une soirée pro. On rencontre là-bas un tas de gens. On présente du coup de manière informelle Diadel et on nous explique en fait ce qui va pas avec le projet. Et c'était assez lunaire parce qu'en fait c'était que l'ambition était pas assez grande. Parce que donc là vous pouvez voir quelques images, mais un projet avec cette promesse de jeu, la DA, parce qu'on avait la chance d'avoir des très bons 3D artistes, en fait ça nous donnait une réputation de double A, pardon. Et en fait les gens ils se disaient mais en fait ça peut pas coûter si peu. Ça peut pas coûter 500 000 euros un jeu comme ça. Bon, en tout cas, nous, on veut pas que ça coûte 500 000 euros. Et en tout cas, surtout, on veut pas que ça fasse 3 4 heures de jeu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a proposé de tout doubler. Le scope, le budget, le temps de prod. Donc, on serait sur un scope de plus à 3 4 heures de jeu, mais 8 heures, sur un espèce de Dishonored, 8 10 heures, sur des temps de prod de 2 ans, et puis un an, et surtout sur un budget de 1 million, minimum. C'était un sacré pari. Euh, Moi, du coup, on a passé pas mal de temps en appel avec l'équipe qui était restée en France pour se demander est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on double tout, enfin, est-ce que ça va réellement changer les choses? Il nous restait que un jour et demi, je crois que c'est deux demi-journées en tout cas
de rendez-vous sur place. Et donc le but c'était de savoir si c'est vraiment ça valait le coup en fait de sur ces deux demi-journées de rendez-vous de vraiment switcher du tout au tout. On l'a fait. On s'est dit qu'on allait. De toute façon, on avait rencontré la plupart des gros éditeurs. Il nous en restait que quelques-uns. Ils avaient tous plus ou moins dit la même chose. Ça, peut-être, ça ne coûtait rien en fait d'essayer autre chose. Donc sur le pitch, j'ai absolument rien changé à part juste le budget, le temps de prod et le temps de jeu. On a tout laissé pareil. Et donc la première demi-journée, en fait, ça a complètement changé les choses. En fait, les éditeurs, ils étaient limite plus rassurés que ça coûte plus cher et que ce soit plus ambitieux. Notamment un avec un éditeur avec qui on est allé beaucoup plus loin. En rentrant en France, on lui a envoyé notre pitch deck la démo. 2 semaines plus tard, il nous a recontacté pour nous dire qu'on avait été pris, qu'on avait été sélectionné, qu'on avait passé la première étape, qui c'était des tests, et qu'on allait rentrer dans un long cycle avec tout plein d'autres étapes. Donc là, on est en janvier 2023, on a passé déjà plusieurs étapes avec l'éditeur. Donc, comment est-ce que fonctionne un peu, c'est quoi les étapes en gros avec un éditeur aujourd'hui? Donc, il y a un premier contact, comme je l'ai dit, hein, c'est très souvent en salon, Gamecom, Gamescom, là le Megamix, la GDC. Ensuite, il y a un follow-up, ensuite, c'est quand vous êtes de retour du salon, c'est réenvoyer donc les supports, donc le pitch, la démo, le trailer, les screens, etc. Eux, ensuite, ils vont vous dire soit un non direct, parce que ça fit pas avec la ligne édito, ils ont pas le budget, il y a trop de bugs, etc. Soit ils vont tester, et vous allez avoir une réponse entre 2 semaines et 2 mois. Tout dépend en fait du nombre de jeux qu'ils ont à tester. Voilà. Si vous passez le test, pardon, vous faites partie sûrement des 1% restants. À titre d'information, des gros éditeurs comme Devolver, etc., ils reçoivent plus de 1500 jeux à l'année. Le premier tri, c'est généralement au pitch deck. Ensuite, ça arrive au test. Donc, si vous avez passé le test, voilà, dites-vous que vous faites peut-être partie des 30, 20 jeux qui restent avec lesquels eux, ils vont devoir encore prendre des décisions. Et donc, du coup, en fait, là, vous avez fait le plus dur. Donc nous, on passe tous ces tests, plus d'autres étapes que je vous passe assez vite fait avec leur board et leurs investisseurs. On reçoit à chaque fois d'énormes compliments, hein, vraiment énormément de louanges. Nous, c'était vraiment pour nous du grand n'importe quoi. Pour nous, le projet, il n'était pas abouti, il avait été il était tout buggé. On pensait pas que ça allait pouvoir enfin, que des gens allaient pouvoir l'apprécier autant, quoi. Et donc ensuite viennent les due diligence. Ça c'est hyper important, c'est des rendez-vous avec l'éditeur, avec les équipes de l'éditeur, pour parler du design, de la production. Donc ça c'est pour le premier, et de l'autre du marketing. Nous on n'a pas fait le deuxième. Mais en gros c'est pour vérifier la vision que vous avez de votre projet, si elle colle avec la vision que eux en fait ils se font de votre projet. Donc après, c'est des discussions, des négociations, etc. Si vous passez les étapes de la due diligence, généralement, il reste plus rien, c'est la signature. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit c'est le board qui décide que finalement non, ça va pas le faire, on vous donne des raisons ou pas. Soit ils vous disent que oui, donc là vous signez. Soit c'est le ou la décisionnaire, voilà, qui prend la décision. Ou soit comme nous, vous êtes jugé par un tableur Excel dans lequel donc l'éditeur rentre chaque donnée de votre projet et ça vous donne un score. Et en fonction de ce score-là, vous êtes donc finalement refusé ou non. Et pareil, on vous donne les raisons ou pas. Donc dans notre cas, nous, ce qui n'a pas marché, ce qui a été le gros point faible, c'était notre expérience. Donc en fait, comme on n'avait pas d'expérience, il y a des frais pour eux à avancer. Donc eux, en interne, ils prévoyaient à minima de doubler le budget. Donc là où nous, on proposait un budget d'1 million uniquement de prod, eux proposaient environ un budget, enfin eux en interne avaient un budget de 2 millions, voire 3 millions en fait. Et en fait, c'était beaucoup trop pour eux. Ils n'avaient pas ce budget-là à mettre à ce moment-là. Surtout que là, on est en janvier 2023 et la crise, elle commence à, enfin là, les conséquences de la crise, ça tape. Les gens se rendent compte que ça va être très compliqué. Euh, et donc, du coup, on nous refuse. Donc, cette période de cycle d'étape, elle aura duré 5 mois en tout. Ça a été très long. La manière dont on a reçu le premier mail, et encore nous on a creusé pour avoir les raisons, la manière c'était un mail préfet avec 2 phrases. Pas de rendez-vous, rien, pas d'appel. Donc la déception a été très très grande. Surtout comme je l'ai dit, il nous adressait beaucoup de compliments. Il répétait sans arrêt qu'on smashait tous les rendez-vous, qu'on passait les étapes assez facilement, qu'on smashait tout. Euh, et donc en fait nous ça a créé énormément d'espoir en fait tout ça. Et donc je voulais consacrer une petite un petit point sur justement l'espoir en fait que peut créer l'industrie. Parce qu'il faut faire très attention en fait quand vous avez un studio et que vous présentez à des éditeurs ou à des investisseurs, il faut faire très attention
aux compliments que vous allez recevoir, parce que vous allez en recevoir beaucoup. Beaucoup d'éditeurs ou d'investisseurs adorent en faire des caisses. Et en fait, alors c'est normal, ça fait extrêmement plaisir, mais ça fait pas avancer le projet et ça fait pas évoluer non plus. Parce que bah vous signez pas. Et nous, en fait, on a reçu un nombre incalculable de louanges et pourtant, bah, on n'a jamais signé de projet. Euh, et en fait, du coup, il faut pouvoir garder les pieds sur terre parce que la déception, en fait, quand vos espoirs, en fait, il n'existe plus, mais en fait, elle peut être très compliquée à gérer. Et c'est pour ça qu'il faut, donc, comme je le disais, garder les pieds sur terre et prendre du recul par rapport aux compliments que vous allez pouvoir recevoir, qui sont parfois, bah, pas forcément vrais. Donc, il faut pouvoir réussir, très compliqué, hein, mais à faire la différence entre bah, ceux qui vous disent vraiment des compliments et ceux qui les balancent un peu dans le vent, quoi. En tout cas, pour nous, c'est quoi la suite? Donc, Diadel ne signe pas. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Donc, nous, on décide de laisser Diadel de côté. On avait contacté la Terre entière avec bah, cet éditeur. C'était notre seul contact. C'était notre dernier contact, en gros. Il venait de nous dire un peu, entre guillemets, ce que les autres n'osaient pas nous dire. Notre monde d'expérience coûtait trop cher. Donc, en fait, les autres n'allaient pas accepter non plus. Et puis, avec la crise qui était en train de taper fort, personne n'allait avoir un budget, autant de budget à mettre. Pour vous donner une ordre d'idée, moi j'avais un carnet où je notais tous les éditeurs qu'on avait contactés et j'ai regardé pour préparer cette conf, j'en ai contacté 192 pour Diadel. Il y a à peu près 20% d'entre eux qui nous ont répondu et nous on est allé plus loin qu'avec un seul. Voilà. Donc tous ensemble, on s'est réunis avec l'équipe et on a décidé de continuer. On a décidé de continuer mais sur un plus petit projet, quelque chose qui allait pouvoir nous donner de l'expérience assez rapidement. Et ça tombait bien, ou entre guillemets pas bien, vous le verrez par la suite. Mais en tout cas, il y avait le Game Camp 2023 qui arrivait 2 mois plus tard. On s'est donc lancé dans la production de King of Silence, donc, le jeu qui est sorti, je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un jeu d'horreur. Là, en revanche, la prod, elle était complètement catastrophique. L'équipe a quasiment toute fini en burn-out. Pourquoi? Parce que 2 mois pour sortir une démo, bah, c'est pas possible en fait. C'est beaucoup trop sportif. Et bah faut pas faire ça généralement. Voilà. Et donc le but avec le Game Camp, c'était pour nous notre objectif, c'était soit de trouver un éditeur ou un investisseur qui était intéressé, avec lequel on allait pouvoir peut-être repartir en production avec un projet qui était bah, beaucoup moins ambitieux, qui a coûté bah, aussi beaucoup moins d'argent. Soit personne n'était intéressé et nous on sortait le jeu. Et d'ailleurs, le jeu qui est sorti sur Steam, c'est quasiment les 2 mois de taf. On a retravaillé vite fait pour un mois et demi le jeu derrière. Mais le 95% du jeu qui est sur Steam, enfin 100% du jeu qui est sur Steam, c'est 95% de ces 2 mois-là, quoi. Et donc, avec King of Silence sorti, si jamais personne n'était intéressé, nous, on allait pouvoir se dire, peut-être qu'on allait peut-être recontacter en fait l'éditeur qui nous avait refusé et leur dire, bah tiens, regardez, maintenant on a une expérience. Et bah 2 mois, ça a été très compliqué comme je l'ai dit. On n'avait jamais fait on n'avait jamais rendu un aussi gros taf en si peu de temps. Et en fait, comme c'était le projet de la dernière chance, on s'était mis une pression assez énorme. Les relations entre nous, elles s'étaient légèrement détériorées. Voilà, certains se sont tués la santé pour ce projet. Comme je l'ai dit, il faut pas faire ça. En fait, l'industrie vaut pas la peine de se mettre dans des états pareils euh, pour euh, pour des projets en fait, surtout quand on n'était pas payé en plus. Donc en fait, c'est des choses qui sont très compliquées à gérer. Euh, et surtout quand on est fatigué et quand on a la tête dans le guidon, en fait, c'est très facile d'être bête, de pas avoir des problèmes. Et donc en fait, ça vaut pas le coup non plus de perdre des relations, des amis pour ça quoi. Et donc sur ce projet, nous on a accueilli 2 nouvelles personnes. Donc une stagiaire en programmation, Roxane, donc sans qui le projet n'aurait pas pu exister. À l'époque, on n'avait pas, enfin on les a toujours pas, hein, mais les capacités pour faire ce qu'on voulait faire. Roxane en plus, elle venait à la base pour un CDD pour Diadel. Parce que oui, sur Diadel, on avait pris beaucoup d'avance. On avait lancé des recherches pour accueillir des nouvelles personnes. On avait lancé la recherche pour des locaux, des appartements pour celles et ceux qui allaient déménager sur Rennes. Voilà, bref. Donc Roxane, elle a fait beaucoup de sacrifices pour venir et donc un énorme merci à elle pour ça. On a également accueilli Pierre, qui a été stagiaire en community management, qui nous a beaucoup aidé sur les réseaux à nous faire connaître. Ça a été très cool de pouvoir interagir avec la communauté et pareil, il nous a vachement aidé à faire à générer de la wishlist, à générer du contenu et de l'interaction avec la communauté. Ça faisait grave plaisir. Donc le Game Camp arrive 2023. Sur place, je rencontre pas mal de gens, beaucoup de potentiels partenaires. Trois retiennent le projet.
Un qui est complètement emballé à tel point qu'il veut investir tout de suite. La petite anecdote, c'était un investisseur avec qui on était déjà en contact, qui voulait déjà investir il y a un petit moment, mais là pour lui c'était l'occasion quoi. Donc à partir de ce moment-là, démarre 8 mois d'attente et de négociation pour le faire rentrer dans le capital et pour qu'il investisse. Ça a été très long. Nous, en même temps, on était en train de retravailler sur une refonte totale de King of Silence parce qu'on aimait bien la première version et la mécanique principale fonctionnait pas assez et la créature ne fonctionnait pas non plus énormément. C'était deux choses qui étaient étroitement liées à notre univers et à la narration. Et en fait, du coup, en changeant tout ça, il fallait qu'on change l'univers et la narration. Donc on a décidé de quasiment changer tout le projet. On a parlé avec l'éditeur, qui lui, à l'époque, avait accepté cette nouvelle version. Et retenez bien ça pour la suite, c'est très important. Donc les 8 mois de négociation arrivent à terme. On est en février 2024. Donc cette personne, cet investisseur rentre au capital, il investit financièrement dans le studio pour le projet King of Silence. Et à partir de ce moment-là, nous, on recrute deux nouvelles personnes, cette fois-ci en contrat en CDD directement. Donc Julien et Damien, qui sont occupés donc de la programmation et du game design. Donc notre investisseur, il nous explique qu'il faut absolument qu'on participe à la GDC qui arrivait en mars, fin mars, pour qu'on puisse faire connaître le projet. Donc nous, on se donne un délai de 3 mois avec donc cet investisseur. On se dit, on a 3 mois. À la fin des 3 mois, on commence à bien démarcher les gens. Et on va à la GDC pour voir, aller voir les éditeurs et leur dire, voilà, vous avez vu ce qu'on a fait là en un mois et demi, puisque la GDC était en plein milieu des 3 mois, donc en un mois et demi. Donc le but c'était d'y aller, de dire, voilà, regardez ce qu'on a fait en un mois et demi, ça vous intéresse? Et ben attendez encore un mois et demi, on aura fini notre démo et là on pourra commencer à discuter négociations, contrats, etc. La conclusion de la GDC, c'est que les gens, ils ont tous vraiment adoré la refonte de King of Silence. Comme je vous l'ai dit, faut toujours faire attention aux compliments. Sur place, il y a un éditeur qui nous a carrément dit qu'il était prêt à mettre en pause certaines signatures pour nous. Je suppose qu'il l'a pas fait, mais en tout cas voilà. Bref, on a eu beaucoup de compliments, ça faisait quand même plaisir à avoir parce que bah, ça donne quand même de la motivation pour pouvoir continuer. Voilà, donc on rentre de la GDC et moi je fais part de mon brief à tout le monde. Et la réaction, ça a été que l'investisseur annule notre projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une grosse incompréhension entre lui et moi, parce que pour lui, en fait, il fallait qu'on trouve un éditeur lors de la GDC, pas qu'on se fasse connaître à la GDC. Lui, il voulait carrément qu'on signe sur place, sachant que c'est quelque chose qui est pas forcément, qui se fait pas forcément. Et surtout, il comprenait pas que le projet ait autant changé. Nous, on lui avait présenté les changements, peut-être qu'on aurait dû plus appuyé sur justement ces changements qui étaient en train d'arriver. Mais lui, il a été assez surpris en fait de tous ces changements-là. Euh, donc retenez bien ce que je vais vous dire. Il faut toujours, faites toujours signer des accords verbaux, même si c'est insignifiant. Faites signer des choses. Mettez sur papier des accords, celle d'une association avec un investisseur. Moi, je l'ai pas fait. C'est peut-être que j'aurais dû faire pour King of Silence, pour lui faire signer un investissement sur King of Silence. Ça nous aurait peut-être sauvé l'annulation du projet et peut-être sauvé un peu les miches aussi plus tard. Après l'annulation du projet, qu'est-ce qui se passe? Donc, lui nous commande un projet de jeu d'horreur en coop, style Lethal Company. Clairement, le but ici, c'était de surfer sur une traîne d'un jeu d'horreur coopératif. Nous, c'était pas du tout dans nos compétences, parce qu'on était des devs de jeux d'horreur des jeux d'horreur pardon solo assez sérieux, pas de jeux d'horreur coopératifs un peu goofy. Euh, et donc, du coup, c'est la naissance de Welcome to the Storm. Moi, à l'époque, je suis majoritaire. Enfin, je l'ai toujours été, mais je m'impose pas. Je ne lui dis pas non, on va pas faire ça, ou non, on n'annule pas le projet non plus. Là où logiquement, moi, j'avais le pouvoir de décision, comme lui avait de l'argent, moi, j'avais peur qu'il nous lâche. Et donc, en fait, je préférais bah, accepter, entre guillemets, bah, tout ce qu'il disait, plutôt que d'essayer de m'imposer, d'avoir du conflit. Non, alors c'était celle-là. Ah oui, voilà, je suis majoritaire là où. Ok, très bien. Donc oui, en effet, lui avait l'argent et moi à cette époque-là, j'avais peur que lui en fait il nous lâche. Donc j'ai pas osé la confrontation par peur bah du coup qu'il parte. Et malheureusement, c'est quand même ce qui s'est passé.
Donc moi, ma responsabilité à ce moment-là, ça a été d'annoncer à toute l'équipe que le projet changeait, qu'on allait devoir en faire un nouveau. J'ai été assez surpris de l'équipe, il y a eu une baisse de motivation, mais enfin, l'équipe s'est remis assez rapidement de la nouvelle et on a commencé un nouveau projet très vite. Donc Welcome to the Town. Lui, en tout cas, nous avait prévenu peu après que si l'exécution, en tout cas, de ce projet-là ne lui convenait pas, il arrêtait d'investir et nous laissait tomber. Comme je vous l'ai dit, c'est avéré 2 à 3 mois plus tard. Il a attendu qu'on n'ait plus aucune ressource financière pour nous dire qu'en effet, il n'investirait plus. Je résume en tout cas, voilà, ces 2, 3 mois, 3, 4 mois avec lui parce que ça s'est extrêmement mal passé, à tel point que moi j'avais annoncé à mes équipes que peu importe en fait si le projet aurait du succès ou pas, moi je comptais déjà partir parce que je voulais plus travailler dans ces conditions-là. Bref, nous sommes à court de moyens financiers. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'urgence, donc mon père décide de réinvestir pardon, dans le studio, qu'on puisse tenir 2 mois de plus, finir ce qu'on voulait faire avec le projet et bien entendu euh, et bien entendu, oh, je suis en train de tout perdre mes trucs là. Je suis désolé, c'est une catastrophe. Et bah bien entendu, en fait, sortir le projet. Lui, par contre, s'attendait pas du tout à comment dire, il s'attendait pas à jeter son argent par les fenêtres. Il voulait que le projet fonctionne. On a très rapidement compris que sans communication, c'était quasiment perdu d'avance. Et c'est ainsi que le projet sort le 9 août 2024 en Early Access. Chose importante à savoir, un jeu en Early Access n'est pas mis en avant par l'algorithme de Steam, puisqu'il ne s'agit pas d'une vraie sortie. Donc 2 mois plus tard, on était autour des 600 ventes, vendues un peu moins de 5 euros, donc 4,99 € je crois. Ça nous faisait environ 2500 euros de chiffre d'affaires. Et en novembre 2024, donc après tous ces chiffres-là, c'est comme ça que moi pris la décision d'entamer des démarches pour rentrer en liquidation judiciaire. Et c'était la fin d'11 degrés. Alors c'était la fin, mais pas vraiment. Parce que fermer une boîte, ça prend du temps. Il y a pas mal de boulot administratif en plus. Si vous avez bien fait votre taf en compta, logiquement, normalement, ça devrait pas prendre plus de temps que ça, sauf si ça fait 15 ans que vous existez, évidemment. Et puis c'était pas vraiment la fin, puisque suite à notre mise en liquidation judiciaire, on a réussi à négocier le fait de garder Welcome to the Stand sur Team, mais en gratuit. Et du coup, dans ces conditions-là, on a choisi de mettre King of Silence en gratuit également. Ce qui a plutôt bien marché, puisque Welcome to the Stand aujourd'hui, c'est plus de 370 000 personnes qui l'ont ajouté à leur bibliothèque. King of Silence 150 000. On peut voir une énorme différence entre les deux jeux, puisque Welcome to the Stand, c'est 50% d'avis positifs, là où King of Silence, donc un jeu d'horreur solo, donc dans nos compétences, est au-dessus des 80%. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça? Au départ, c'est hyper important de bien s'entourer. Comme je vous l'ai dit, d'ailleurs, dans tous ces types de projets-là, d'ailleurs, hein, comme je vous l'ai dit, il faut s'entourer avec des personnes qui sont bien intentionnées. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut faire attention aux faux espoirs que va vous donner l'industrie. Pareil, hyper important. Parce qu'une fois que ces espoirs-là ont disparu, vous êtes tout seul avec vos espoirs perdus. Ça peut faire très mal mentalement, collectivement. Voilà. Il faut aussi retenir la réalité qu'est d'avoir un budget très serré, voire inexistant, ce que ça implique, un second travail, pas de locaux, peut-être pas de salaire, ou alors en tout cas un salaire très bas. Et en dernier, j'aimerais que vous reteniez que la pression que l'on se met parfois à nous-mêmes, elle peut être vachement dévastatrice. En fait, nous, on fait partie d'une longue lignée de studios qui ont fermé, qui n'ont pas réussi. Cette industrie, elle va vous faire croire que c'est facile, qu'il suffit de faire un bon jeu pour réussir. Regardez, Solo Dev, en 3 ans, il a fait des millions de ventes, c'est super. Vous pouvez faire pareil, en fait. Non. La réalité, elle est pas là. La réalité, elle est différente. Chaque projet, chaque équipe, chaque dev est différent. Aujourd'hui, il suffit plus d'avoir un bon jeu. Il faut savoir communiquer. euh, et encore, en fait, on le voit aujourd'hui, il y a des projets qui communiquent très bien, qui font pas de ventes, et des projets qui communiquent pas, qui font plein de ventes. La recette, elle est de plus en plus compliquée à comprendre. Et la chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut prendre du plaisir. À partir du moment où vous n'en prenez plus, il y a quelque chose qui est brisé, il y a quelque chose qui est plus là. Et là, il faut se poser des questions. Euh, et malheureusement, l'industrie du jeu vidéo, elle est sans pitié. Il y a encore du positif. Il y a beaucoup de gens qui essayent de se séparer de l'édition et de l'investissement classique. Je connais plein de scouts. Donc, c'est des gens qui vont chercher des jeux pour des éditeurs qui, eux, quittent les éditeurs classiques pour aller faire du consulting, venir en aide aux indés, les guider, les conseiller et aussi leur faire comprendre qu'on peut s'en sortir sans éditeur ou investisseur. Et dernière chose, l'industrie, elle est en train de changer, elle évolue constamment. On le voit encore plus récemment. J'espère que ça ira dans le bon sens. Euh, voilà.
Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, de m'avoir accordé votre temps. C'était ma toute première conf. Vous avez peut-être entendu du coup, parce que ça s'est pas forcément très bien passé avec ce problème de micro. En tout cas, si vous avez des retours, n'hésitez pas à me contacter sur Discord ou sur LinkedIn. En attendant, s'il y a des questions sur Discord, voilà, je serais ravi d'y répondre. Merci Mathéo. Je te laisse avec les questions-réponses et il y en a. Ok, alors je vais aller checker ça. Euh... ta-ta-ta. Ok, est-ce que c'était à cause de la DA et cette aura de AA que les éditeurs pensaient que vous aviez pas assez d'expérience pour Diadem? Non, non, c'était littéralement parce qu'on n'avait pas d'expérience. Mais en fait, du coup, pas d'expérience et cette aura de jeu double A faisait que en fait ça collait pas. On pouvait pas sortir avec en disant bonjour, voici notre jeu. Eux ils se disent waouh, ça a l'air d'être un projet double A qui va coûter des millions et à côté ils ont rien sorti, ils ont jamais eu d'expérience professionnelle. Ça colle pas, c'est pas possible ça. Voilà, c'est à peu près ça qui s'est passé. Euh, Merci d'abonner. J'avais une question. Maintenant que tu sais tout ça, est-ce que tu te verrais te relancer à créer un studio et faire des jeux? Oui, complètement. Euh, Parce que ça a été une aventure. En fait, la première fois que je suis rentré dans un salon, que j'ai fait des rendez-vous avec des professionnels, c'est, je crois, peut-être la première fois où je me suis senti à ma place. Euh, c'est, En fait, toute l'aventure, elle a été absolument. En fait, ça a été des montagnes russes. Euh, à la fin, ce qui m'a fait le plus plaisir et ce qui m'a donné envie de continuer, c'est quand, à la fin de Welcome to the Town, donc je discute avec mes équipes, on fait un post-mortem du projet. Et ils me disent que sur ce projet-là, c'est le seul projet qu'ils ont adoré faire, où ils se sont sentis écoutés, où ils se sont sentis, en fait, ils avaient des bonnes conditions pour travailler. Et en fait, ça a été peut-être le meilleur compliment que c'était pas forcément adressé à moi, mais moi, comme j'étais là pour faire en sorte que eux, ils aient des bonnes conditions de travail, le fait qu'ils disent tous ensemble que ils étaient dans des superbes conditions, ça a été en fait ça a été un truc que j'ai énormément apprécié. Et donc du coup, oui, j'aimerais pouvoir relancer un studio, recréer des jeux, et surtout faire en sorte que des gens puissent développer des jeux tous ensemble dans des conditions, dans de bonnes conditions, quoi. Si tu retournais à la naissance du studio avec toutes tes connaissances actuelles, ferais-tu certaines choses différemment? Complètement. Comme je l'ai dit, je mettrais les choses à plat directement niveau capital. Ça a été une grosse part des discussions avec mes potes. Ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Aussi, je referais enfin, je ferais tout signer. Comme je l'ai dit, je ferais signer absolument chaque accord verbaux qu'on avait, parce que c'est bien joli de par téléphone de se dire, bah là, moi je vais venir, je vais investir là-dessus et ça va être super. Mais sauf qu'en fait derrière, s'il n'y a pas de papier qui le stipule, bah en fait ça peut à tout moment ça peut partir en sucette quoi. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. Donc ouais, bien discuter en fait de choses avec tout le monde et surtout mettre sur papier tous les accords qu'on peut avoir. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux être prêt à sortir le jeu en solo sans investissement plutôt que d'attendre pour des investisseurs? Euh, Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux être prêt à sortir le jeu en solo sans investissement plutôt que d'attendre pour des investisseurs? Question compliquée. Euh, je dirais qu'il n'y a pas de bonne réponse là-dessus. Euh, En fait, tout dépend de toi, dans quel état d'esprit tu l'es. Est-ce que tu es prêt? Enfin, sans investisseur, c'est quasiment sûr que tu n'auras pas de revenus. Enfin, en tout cas, pendant que tu fais ton jeu, sauf si tu as des économies derrière. D'ailleurs, je vous conseille peut-être de trouver un job pendant 6 mois, ensuite de vous mettre au chômage, comme ça, du coup, le chômage paye aussi votre développement de jeu. Euh, Mais en fait, ouais, tout dépend en fait dans quel état d'esprit t'es. Est-ce que tu veux faire de l'argent avec ce projet? Est-ce que tu veux le sortir parce que tu as envie de sortir un projet, que ça te fait plaisir de faire ce projet-là? Si tu fais ça par plaisir pur, je te dirais fais-le sans investissement. Mais si tu souhaites vraiment en faire ton métier et que tu as l'intention de pouvoir en fait continuer derrière, peut-être aller essayer de trouver des investisseurs, ça peut être une bonne solution. Mais comme je dis, ouais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend dans quel état d'esprit tu te situes. Tu penses que si tu avais commencé par un projet plus petit, le parcours aurait été différent? Complètement. Ça, je l'ai pas mis dans ma conf. D'ailleurs, j'en suis désolé. Ne commencez jamais par votre projet de rêve.
Voilà. Nous, c'est Atlan Games qui nous l'a dit au départ. On nous a dit ne commencez surtout pas par votre projet de rêve parce que vous allez vous casser la gueule. Exactement ce qui s'est passé, sachant que nous, en plus, Diadel, on s'était dit c'est pas notre projet de rêve. Mais en fait, plus on avançait et plus on augmentait les ambitions sur le projet, plus ça devenait notre projet de rêve. Et aujourd'hui, en tout cas personnellement, je sais pas pour le reste de l'équipe, bah moi c'est mon projet de rêve. J'aimerais un jour qu'il voit le jour, ce projet, parce qu'il est absolument magnifique, il est absolument génial. Euh, mais ouais, commencer par petit, commencer le plus petit possible, parce que c'est plus facile à mettre sur Steam et c'est plus facile à faire et c'est moins de temps aussi à développer. Et ça demande aussi moins d'investissement, que ce soit personnel ou de gens extérieurs. Euh, Penses-tu qu'avec l'importance de la com dans le milieu, sortir un des premiers jeux avec un scope plus petit mais gratuit, le temps de mieux faire connaître le studio avant de s'attaquer à des plus gros projets destinés à être payants? Très bonne question. Nous, c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de se poser. Alors, pour la petite anecdote, on travaille encore, nous, sur des projets. On se pose encore la question. Nos deux jeux, donc, ils ont extrêmement bien marché en gratuit. Alors encore une fois, c'est du gratuit, hein, et on fait partie là, pour le coup, on fait partie des gens, encore une fois, des chanceux parce qu'on a un projet gratuit mais qui a énormément bien fonctionné, notamment parce qu'on a choisi des langues qui sont pas beaucoup faites sur Steam, à savoir le russe, le chinois simplifié, le chinois traditionnel et l'espagnol et le brésilien et le portugais, pardon. Euh, voilà, parce qu'il y a des grosses communautés dessus et moins de jeux en tout cas, surtout pour la Russie. Nous, 90% de nos joueurs sur nos deux jeux, c'est que des Russes. Euh, mais en tout cas, nous, on s'est posé la question de, en fait, est-ce qu'on continuerait pas à développer des jeux gratuits pour faire grandir une communauté et ensuite peut-être commencer à proposer des jeux payants. Parce qu'il y a un énorme marché du jeu gratuit sur Steam. Beaucoup de gens recherchent la petite pépite gratuite. Donc en fait, un, ça peut être un business model en fait de pouvoir proposer des jeux gratuits et ensuite proposer des plus gros projets payants. Est-ce que tu es resté en relation avec les gens du studio après la liquidation? Oui, tout le monde. Oui, tout le monde. Même si les relations donc, dans le studio, enfin, durant le moment, se sont détériorées à la suite, au moment où l'investisseur est venu, euh, comme ça se passait mal. En fait, ça se passait mal entre lui et moi, mais moi, j'étais tout à fait honnête avec eux. On faisait une discussion tous ensemble, donc avec l'équipe, donc l'investisseur et moi. Il disait à tout le monde, c'est super ce que vous faites. Les gens partaient, ils restaient avec moi, ils me disaient, c'est de la merde, ils bossent pas, qu'est-ce qu'ils branlent. Donc moi, j'allais leur dire après, enfin, comme c'était en fait, c'était mes potes, et je voulais qu'ils sachent que, en fait, notre investisseur parlait d'eux comme ça. En fait, ça nous a énormément rapprochés, en fait, de tous vivre plus ou moins la même chose au même moment et d'être tous un peu ligués contre une personne, quoi. Comment avez-vous fait pour traduire vos jeux sans financement via l'IA, du bénévolat ou autre? Alors, on l'a fait avec comment ça s'appelle, un logiciel qui s'appelle Poedit. C'est un logiciel dans lequel, en fait, il y a c'est traduit automatiquement, soit parce que c'est des gens qui viennent proposer des traductions, soit t'as DeepL ou des choses comme ça. Nous, on n'est pas très fiers d'avoir utilisé ce genre de choses parce que DeepL utilise justement, bon, après c'est des algorithmes, hein, voilà, mais on aurait préféré, parce que surtout qu'on a eu beaucoup de problèmes de traduction, notamment sur la Russie où nos coffres qu'on avait traduits chest étaient traduits en Russie par poitrine. Donc en gros, eux arrivaient devant un coffre et c'était ouvrez la poitrine. Et du coup, on a pris pas mal de retours par rapport à ça. Donc là, c'est là où c'est mieux en fait de faire traduire le jeu par les gens et pas par des traducteurs automatiques. Parce que bah, ça fonctionne une fois sur quatre. Sachant que nous, on avait bien vérifié à chaque fois de bien retraduire après derrière et ça nous donnait toujours chest ou coffre, pas poitrine, mais chez eux en fait. Voilà, d'où l'importance de faire traduire par des gens. Et je pense que si d'ailleurs on devait refaire traduire des jeux, on le ferait par des gens directement. On passerait plus par ces canaux-là. Voilà. Euh, Aussi dans ce contexte d'être quasiment entièrement en télétravail, où mettrais-tu la limite au nombre de personnes sur un projet? Nous, on était 7 à la fin. Euh, tout, En fait, tout dépend de l'état d'esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui, eux, préfèrent pouvoir se rencontrer, de pouvoir partager directement? Il y en a qui préfèrent peut-être être chez eux aussi. Euh, j'aurais pas de limite en fait. Tout dépend en fait ouais, si les gens aussi peuvent s'adapter au fait d'être en télétravail, parce que c'est hyper important aussi de pouvoir s'adapter au télétravail, parce que c'est pas la même chose en fait qu'être sur place.
il y a moins d'interaction. Il y en a que ça, il y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'appelaient moins. Euh, mais ouais, peut-être j'irais 10-15. Après, ça devient peut-être le bordel dans un vocal à 10 ou 15 personnes. Euh, voilà. Est-ce que vous faisiez des réunions en présentiel de temps à autre? On en a fait quelques-unes, oui. On en a fait quelques-unes, notamment parce que on n'était pas si éloigné que ça. On était donc autour de la région rennaise, Laval, qui est entre Le Mans et Rennes, qui est à genre à 45 minutes de Rennes. Et on s'est rejoint quelques fois sur Laval, où on a pris on l'a fait une fois ça. On s'est pris une demi-journée dans un hôtel qui proposait un bureau, une salle de coworking, enfin une salle de réunion entre guillemets. Et comme c'était à Laval, c'était pas si cher que ça. Et donc du coup en fait, mais oui, en gros on se voyait en fait en présentiel de temps en temps. C'était quand même assez hyper important pour nous. Malheureusement sur le dernier projet donc Welcome to the Stern, Julien et Damien eux habitaient dans le sud et eux on les a jamais rencontrés en vrai. Euh, voilà. Mais sinon, avec le reste du studio, comme c'était des amis, qu'on n'était pas si loin que ça, on a pu se rencontrer de temps en temps. C'est mieux de faire un studio avec des amis au risque de briser quelques amitiés ou d'être avec des inconnus, mais de ne pas être sûr de comment ça va se passer. Si tu, si tu le fais avec des amis, il faut parler de tout. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de tabou sur la façon dont vous vous associez. Sur, il y aura, en fait, le truc, c'est que nous, en plus de ça, il y avait une espèce, enfin, il y avait une hiérarchie. J'avais créé le studio, c'était pas dans le capital. Euh, donc entre guillemets, c'était moi, j'aime pas ce mot, mais c'était moi le patron, quoi. Euh, c'est là où moi je leur laissais la totale liberté de décision sur les projets, parce que je considérais que du coup je voulais pas prendre de décision sur le projet, que c'était à eux de les prendre, mais moi je les prenais sur le studio. Mais en fait, ouais, il faut parler de tout. Il faut dire est-ce que vraiment ça dérangerait de quelqu'un que un tel ou un tel soit peut-être plus majoritaire que d'autres et plus de part que d'autres et donc ait plus de pouvoir de décision que d'autres. En fait, il faut pouvoir parler de tout sans tabou et vraiment ne pas passer des détails parce que c'est sur des détails en fait que les relations elles peuvent se détériorer. Il faut vraiment faire très attention à ça. Euh, Comme je l'ai dit, en fait, avec la fatigue, quand vous êtes la tête dans le guidon lors d'un projet et que ça devient compliqué, c'est facile d'être bête, c'est facile de dire des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire ou qu'on croit pas forcément. Et donc c'est là où c'est important en fait de prendre du recul. Nous, on s'est beaucoup engueulé. On a eu des moments assez compliqués. On a pris du recul, on s'est parlé. Quand on avait moins de communication, on essayait de se reparler pour qu'on ait un peu plus de communication. Euh, mais ouais, euh, c'est moi, je dirais que c'est mieux parce que je sais que j'ai confiance en mes potes et que je sais pas si j'aurais confiance avec des inconnus. Après, nous, on a accueilli des inconnus, ça s'est extrêmement bien passé avec eux. Donc, en fait, il faut bien aussi connaître peut-être les inconnus avec qui tu vas faire ton projet, se rencontrer peut-être avant que ça devienne plus des inconnus. Voilà. Est-ce qu'avec le recul, ton objectif est de retenter l'aventure malgré toutes les galères? Ouais. Comme j'ai dit, en fait, moi, j'ai absolument envie de refaire ça. Alors pas de refaire tout ce qui est burn-out, tout ce qui est galère avec un investisseur, ne pas avoir d'argent, n'être plus payé. Mais maintenant que je sais comment le faire mieux, j'ai quand même envie de le retenter. Et parce que comme je l'ai dit, en fait, c'est là où c'est le seul moment en fait où j'ai senti que j'étais à ma place. Donc oui, j'ai envie de le refaire. Euh, et les galères, j'espère que je saurai mieux les gérer. Ou en tout cas, qu'on saura mieux les gérer. Parce que j'ai envie de le refaire, mais peut-être que je me vois pas le refaire sans eux non plus. Tu parlais de burn-out après la démo prend dur de moi. Comment vous avez réussi à reprendre le taf après? Et bah du coup, en fait, il y a eu 8 mois où c'était très tranquille. Parce que la démo, donc elle s'arrête au bout de 2 mois de taf, c'est le game camp. Je rencontre l'investisseur au Game Camp, puis ensuite il y a 8 mois de négociations qui se sont passées entre la rencontre au Game Camp donc et enfin l'arrivée de l'investisseur dans le studio. Et donc en fait pendant ces 8 mois-là, moi je ne travaillais plus sur le projet. J'avais pris donc c'est là où j'avais aussi des seconds tafs, euh, d'autres aussi. Il y a deux de nos créatifs directeurs et directrices, donc Caroline et Marceau, que eux travaillaient encore sur la refonte mais c'était beaucoup plus tranquille. On n'avait plus de deadline, on n'avait pas de forcément de délai, on travaillait un peu plus tranquillement.
Donc c'est pour ça que la reprise du taf a été. Il y a eu quand même, genre je crois, il y a eu 1 ou 2 mois où personne ne foutait rien et c'était normal parce que les gens là avaient besoin de en fait de souffler quoi, de vacances et de se poser la question de est-ce qu'on continue en fait à faire tout ça. À partir de combien d'années t'as pu prendre des stagiaires dans le studio? On les a pris dès le début. Les stagiaires alors c'est limité à 3 personnes par salarié, donc un salarié ne peut avoir que 3 personnes en stage. Nous on a pris des stagiaires dès le début, donc mais c'était nous-mêmes. Et ensuite dès la deuxième année, donc avec Roxane, on a pris sur King of Silence, donc elle était en stage, et donc on a pris Pierre aussi qui était en community management en stage aussi. Là malheureusement pour eux c'était pas des stages rémunérés parce qu'on n'avait pas du tout de budget. Mais à l'époque, en fait, c'était des stages rémunérés. Parce que c'est important de rémunérer les stages. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, du coup, si vous avez d'autres questions dans la journée, à me les poser, que ce soit en DM ou, ou sur le Discord là. Ben, merci à vous hein, de m'avoir écouté. Voilà, j'espère que ça pourra aider certains ou certaines qui veulent se lancer. Voilà. Et comme j'ai dit, oui, n'hésitez pas à me reposer des questions. Bon, bah, du coup, s'il n'y a plus d'autres questions, et ben, on va pouvoir s'arrêter là. On va pouvoir aller manger. Voilà, très important. Donc je vous souhaite bah, bon appétit et Merci beaucoup, Mathéo, pour cette super conférence et ton histoire est vraiment très très intéressante. merci Mounir. Je t'en prie. Bah, je te dis bon appétit. Bah ouais, bon appétit tout le monde. Et Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, questions-réponses, vous avez toute la journée le Discord qui est dédié pour ça.